Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Est-ce que vous allez quand même réfléchir pendant 48 heures aux propositions faites par Emmanuel Macron hier soir, à savoir trouver une majorité de coalition ou des majorités texte par texte? Écoutez, il n'a pas fait une proposition, il a posé un ultimatum. Il a dit au groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, mon projet, en quelque sorte, il a été approuvé par les Françaises et les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et dorénavant, vous devez dire si vous êtes d'accord pour participer à sa mise en œuvre. Sur cette base-là, il est évident que pour notre groupe, qui a mené 2 campagnes électorales en opposition à ce projet, il est bien évidemment impossible que nous participions à la mise en œuvre du projet du président de la République. Je trouve qu'hier, il y avait quand même une forme de crachat au visage du peuple français, quand on voyait un message extrêmement clair au deuxième tour des élections législatives. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet, et le président de la République devrait dire qu'est-ce qu'il est prêt à changer. Il a une majorité, elle est certes relative, mais il a une majorité. S'il considère qu'il a une majorité, ce qu'il doit faire, c'est Madame Borne, puisqu'il a confirmé Madame Borne en tant que Première ministre, doit venir devant l'Assemblée nationale. Elle doit dire voilà ma feuille de route, et elle doit demander le vote des députés. Ça s'appelle un vote de confiance. C'est comme ça qu'on fait dans une démocratie. Elle n'en est pas obligée, vous le savez très bien. C'est une tradition ou c'est un usage, mais ça n'est pas une obligation, ce n'est pas dans la Constitution. Je le sais, mais d'un point de vue du respect de la parole démocratique des Français et des Français, ce serait extrêmement choquant. Sinon, dans ce cas-là, vous avez qu'à supprimer les élections législatives et puis vous considérez que la Première ministre peut gouverner au fait du prince. Ne l'ont pas fait, je vous le rappelle. Très bien, mais moi ce que je dis, c'est que du point de vue du respect de la parole des Français, il me semble indispensable que le gouvernement vienne devant l'Assemblée nationale, demande la confiance et qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Si elle a la confiance, elle mettra en œuvre sa feuille de route. Si elle l'a pas, mais quel est votre objectif, Manuel Bompard? C'est de faire tomber le gouvernement? Non, mon objectif, c'est de continuer à faire avancer les idées que nous avons défendues dans cette campagne, parce que nous considérons que ce sont des idées qui sont bonnes et nécessaires pour le pays. On est face à un état d'urgence sociale, l'explosion des prix, de plus en plus de personnes qui ne s'en sortent pas, avec l'explosion du prix du carburant, de l'énergie, des produits de première nécessité. C'est des salaires qui sont trop bas, c'est la pauvreté qui augmente, c'est la précarité énergétique, 12 millions de personnes qui sont dans une situation de précarité énergétique. Donc moi, mon sujet, c'est pas de faire tomber le gouvernement. Il mon en a sujet, parlé c'est hier soir. Des réponses à ces problèmes. Il en a parlé hier soir, le président, d'un texte sur le pouvoir d'achat en préparation. Là, vous dites zéro compromis sur ce texte-là. Mais ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans ce texte. Si dans le texte sur le pouvoir d'achat, je fais des propositions, moi, au président de la République, reprenez la proposition d'augmentation du SMIC. C'est indispensable. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas. Vous avez Quand vous dites ça dépend, ça veut dire que si vous arriviez quand même à un compromis, vous pourriez le voter, ce texte? Non, ça veut dire que si le président de la République décide de soumettre au vote de l'Assemblée nationale des points avec lesquels nous sommes en accord, il n'y a pas de raison que nous... Oui, mais on va voir qu'est-ce qu'il y a dans le texte de loi. D'abord, pour l'instant. Mais je sais que vous préparez votre propre texte d'urgence sociale. Est-ce qu'il peut y avoir un compromis entre le texte de la majorité présidentielle et le vôtre? Et pour ça, il aurait fallu que le président de la République aille au-delà des grands slogans hier et dise quelles sont les mesures concrètes qu'il est prêt à mettre en œuvre, et qu'il reprenne un certain nombre de mesures concrètes qui sont dans nos propositions. Pour l'instant, il ne l'a pas fait. Mais vous, votre texte d'urgence sociale, d'abord, est-ce qu'il est prêt, ce texte? Mais il est prêt, il a même été présenté pendant la campagne électorale. Avec qui vous le faites voter, ce texte? Nous le déposerons, je pense, à l'Assemblée nationale dans les prochains jours, avec nos partenaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. 131 députés, donc vous n'avez pas la majorité pour le faire passer, ce texte. Avec qui vous le faites passer, ce texte? Avec qui vous le faites voter? Mais vous n'avez pas la majorité, vous n'en savez rien. Peut-être que... alors vous allez nous apprendre des choses ce matin. Mais non, mais peut-être que... Avec le Rassemblement national, avec les Républicains. De la même manière que vous êtes en train de me demander s'il y a des choses qui vont dans le bon sens dans le texte du président de la République, est-ce que je vais le voter? Moi, je vous dis, nous, on déposera un texte, et s'il y a des choses qui vont dans le bon sens et que d'autres groupes parlementaires sont prêts à voter, nous accueillerons leur vote avec plaisir. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Manuel Bompard? C'est vous, sinon rien? C'est le blocage des prix, sinon rien? C'est le SMIC à 1500, sinon rien? C'est quoi? Concrètement, on va où comme ça? Mais c'est pas moi qui suis en position aujourd'hui de constituer ou de chercher à constituer une majorité relative pour gouverner. Pour ça, il aurait fallu que nous ayons la majorité. Nous ne l'avons pas. Donc nous sommes dans l'opposition. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est au président de la République de dire précisément quelles sont ses intentions, et pas de soumettre un ultimatum aux autres groupes parlementaires, de dire voilà comment je vois les choses, voilà, j'ai compris et que il n'y avait pas d'adhésion à mon programme présidentiel. Je modifie ce programme sur tel point. Je demande sur cette base-là, est-ce que certaines personnes sont prêtes à venir gouverner avec moi? Et si oui, je soumets ce vote à la confiance de l'Assemblée nationale. C'est dans cet ordre-là que ça devrait fonctionner. Le président de la République nous dit, parce qu'il commence quand même par un mensonge, il nous dit...
Mon projet a été adopté par les Français au deuxième tour de l'élection présidentielle. Pardonnez-moi, mais tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Il a fait 58,5%. Oui, mais et vous savez très bien, tout le monde le sait, qu'un certain nombre de personnes ont voté pour lui au deuxième tour de l'élection présidentielle, car il ne voulait pas de C'était le l'extrême cas pour François droite. Hollande et pour Nicolas Sarkozy auparavant, qui ont fait moins que lui au second tour de la présidentielle. La différence de François Hollande et de M. Sarkozy, c'est qu'ensuite il y a eu des élections législatives et qu'à ces élections législatives, ils avaient eu une Tout majorité, à fait. Il y a deux élections, on est bien d'accord. d'adhésion à son projet. Le président de la République n'a pas eu de majorité d'adhésion à son projet, ni à l'élection présidentielle, ni à l'élection législative. Donc il doit en tenir compte et modifier son projet. Bien sûr, mais vous voulez la guérilla parlementaire permanente. À un moment, est-ce qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et de discuter ? Mais à quel moment il y a dans mes propos quelque chose qui vous donne le sentiment que je veux une forme de guérilla parlementaire ? Je ne sais pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit que nous avons été élus sur un certain nombre de propositions et qu'il est normal, c'est le respect de la parole des électeurs, que nous continuions à l'Assemblée nationale à faire avancer nos propositions. Donc nous soumettrons des amendements qui défendent nos propositions. Donc nous avons la possibilité de déposer des textes de loi qui relaient nos propositions. Et ensuite nous menons le débat avec les autres groupes à l'Assemblée nationale et nous essayons de convaincre que ces propositions sont des propositions bonnes pour le pays. Voilà ce que nous allons faire. C'est pas de la guérilla parlementaire, c'est le débat démocratique, c'est reparlementariser la démocratie. Et si vos amendements ne sont pas retenus ? Eh ben, si nos amendements ne sont pas retenus et qu'il y a dans le texte présidentiel des choses avec lesquelles nous sommes en désaccord, nous voterons contre, bien évidemment. Et s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes en accord, vous voterez pour ? Mais je crois avoir répondu. Moi, il n'y a pas de dogmatisme dans mon propos. S'il y a des choses qui vont dans le bon sens, nous les voterons. S'il y a des choses qui vont dans le mauvais sens, nous voterons contre. Non, mais c'est mieux de le redire comme ça. Mais c'est la logique. Vous reconnaissez encore Emmanuel Macron comme président ? Mais on n'a jamais fait autre chose que reconnaître que le président de la République a été élu au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais il ne faut pas qu'il y ait tromperie sur la marchandise. Il a été élu parce que les Françaises et les Français ne voulaient pas de l'extrême droite à la tête du pays, pas par adhésion à son projet. Et d'ailleurs, les élections législatives l'ont démontré, puisqu'il a subi une défaite qui est une défaite cinglante historique. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un président de la République élu a moins de 300 députés aux élections législatives qui ont lieu 2 mois plus tard. Donc c'est une défaite cinglante, il doit en tenir compte. Et hier, il cherche à inverser la responsabilité, à dire non, c'est aux autres de faire des pas, mais non, c'est à lui de le faire, puisque c'est lui qui a été sanctionné dans cette élection. Vous souhaitez obtenir la Commission des finances, le Rassemblement national aussi, c'est le premier groupe d'opposition qui l'obtient. Alors, le Rassemblement national a 89 députés, vous, 72. Alors, si on compte la coalition, c'est 131. Mais comment ça va se passer ? Alors d'abord, on en a plus que 72. Pour l'instant, on en a 74. Il y a des discussions qui se poursuivent avec des députés ultramarins qui n'ont pas encore décidé dans quel groupe ils allaient siéger. Pour le reste, ce n'est pas le plus grand groupe. La coutume, c'est que la majorité ne participe pas au vote sur la présidence de la Commission des finances. Et nous sommes la coalition la plus nombreuse avec la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Nous présenterons une candidature commune de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et je crois que c'est cette candidature-là qui l'emportera si le président de la République et sa majorité décident de respecter la règle républicaine qui veut que la majorité ne participe pas au vote sur la présidence de la Commission des finances. Mais ce sera via un intergroupe. Je sais qu'entre vous tous, vous avez vu que le PC, le PS, les Verts ont refusé d'être un groupe unique sous la bannière NUP. Ça ne m'a pas échappé, voilà. C'est dommage. Donc, il va falloir créer un intergroupe. C'est aujourd'hui que ça se passe ? Alors aujourd'hui, on a un échange effectivement cet après-midi. On va effectivement mettre en place un intergroupe, c'est-à-dire une structure de coordination entre les différents groupes de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et nous défendrons des propositions de loi communes, nous prendrons des initiatives communes et nous défendrons des candidatures communes aux différentes responsabilités de l'Assemblée nationale, dont la présidence de la Commission des finances. Hier soir, dans un communiqué, Raquel Garrido et Alexis Corbière, 2 députés insoumis, 2 de vos collègues, ont démenti les accusations d'une femme de ménage sans papier à laquelle ils auraient promis d'être régularisés si Jean-Luc Mélenchon était soit président, soit Premier ministre. C'est un piège, disent vos 2 collègues. Vous en savez plus ? Écoutez, ils n'ont pas démenti des accusations d'une personne, ils ont démenti un article qui a été écrit par une personne qui a été condamnée à plusieurs reprises d'ailleurs, un journaliste, pour diffamation, qui relaie soi-disant un échange avec une personne. Les captures d'écran ont été publiées sur Internet. Tout le monde voit que ces captures d'écran sont des captures d'écran totalement mensongères, inventées, manipulées. C'est un montage pour vous ? Ça me semble totalement évident. Donc Raquel Garrido et Alexis Corbière ont dit les choses avec précision, que l'ensemble des allégations qui sont dans cet article sont fausses. Donc je suis extrêmement choqué d'ailleurs par le procédé. Et il me semble que le respect de la déontologie journalistique, c'est qu'on ne s'appuie pas seulement sur une source anonyme, on respecte le principe du contradictoire, on vérifie ces informations
informations et on publie pas un article qui jette le discrédit sur 2 parlementaires sans aucune vérification. Je trouve ça extrêmement choquant et je pense que je défends ici l'honneur de mes collègues Alexis Corbière et Raquel Garrido qui sont franchement salis dans cet épisode et je trouve ça vraiment déplorable. Merci Manuel Bompard. Merci à vous.